l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous serons tout à l'heure sous les pas du président du Faso. Après N'Djamena Rock, Marc-Christian Kaboré a rallié Olombo à 420 km au nord de Brazzaville, la capitale congolaise, pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue Sassou Nguesso. Un séjour sur fond d'entretien et de visite de plusieurs réalisations, images et commentaires de nos envoyés spéciaux en début de journal. Roger Mila, connu de tous, l'ancienne gloire du football camerounais, à la chasse des déchets plastiques, source d'inondation à Douala et à Yaoundé, les deux principales villes du pays. Voilà pour le menu de ce 13h sur la RTB. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. On l'annonçait tout à l'heure. Après N'Djamena, le président du Faso a entamé hier une visite de 48 heures au Congo-Brazzaville. Roch Marc-Christian Kaboré est arrivé à Oyo, village natal du président congolais Sassou Nguesso. Sur place, il a aussi retrouvé son homologue béninois Patrice Talon. Pour ce séjour, ils ont eu des entretiens avec leur hôte et visité plusieurs réalisations. Les précisions de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Godefroy Bazier. Le Burkina et le Congo se sont donné rendez-vous à Oyo, village natal du président Denis Sassou Nguesso, pour revisiter leur coopération. Roch Marc-Christian Kaboré est arrivé à Olombo, à 420 km au nord de Brazzaville, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le président du Faso a été accueilli avec faste par son homologue congolais. Exécution des hymnes nationaux, revue de troupes et entretien au salon d'honneur ont constitué les premiers instants de cette visite. Dehors, les troupes d'animation et la communauté burkinabé mobilisée à cette occasion donnaient de la voix. À l'hôtel, Roch Marc-Christian Kaboré a retrouvé le président béninois déjà sur place. Patrice Talon, Roch Marc-Christian Kaboré et Denis Sassou Nguesso ont visité dans l'après-midi plusieurs réalisations. Une laiterie, une entreprise de fabrication de plaques solaires et surtout la ferme agricole Le Ranch Kila qui accueille un millier de bœufs importés du Brésil. Je suis impressionné parce que voir de ses yeux dans un pays de forêt, ranch de cette taille, cette qualité, on a l'impression que c'est du miracle, mais c'est la main et la volonté. Alors c'est bien la preuve qu'on peut transformer nos pays, on peut transformer ce continent. Il suffit de le vouloir et de s'y mettre. Alors j'espère bien que l'exemple que le président a donné par sa volonté, par son courage et puis sa passion sera suivi par d'autres. Ce qu'on peut faire, c'est que nous devons compter sur nos propres forces. Et cela n'est pas un vain mot parce que tant que nous n'allons pas mettre l'élevage et l'agriculture au centre de nos préoccupations, faire en sorte que nous puissions les transformer localement, notamment l'usine de lait, la viande, etc. Je pense que nous parlerons vainement de développement. Et je dois saluer tout ce que nous avons vu, parce que nous avons les fondements du développement qui sont l'agriculture et l'élevage, nous avons les soutiens à la production, c'est l'électricité, donc fabrication de panneaux solaires, et je dois dire que pour ma part, je considère que c'est un exemple qui doit être suivi, et en tout cas en Afrique de façon générale, de faire en sorte que ces deux secteurs-là soient de vrais piliers et non pas compter simplement sur nos ressources naturelles. Donc je crois que ça c'est important. Pour terminer la journée, le président du Faso a reçu une délégation de Burkinabés vivant au Congo. Ils sont venus de Brazza, Pointe-Noire, Oyo. Bref, l'occasion était belle pour évoquer avec le chef de l'État leurs préoccupations et entendre de vive voix des nouvelles du pays. Retour au pays avec cette interrogation. Comment réussir la mise en œuvre du programme 40 000 logements sociaux initié par le gouvernement Tiba autour d'une même table? Gouvernement et promoteurs immobiliers privés en ont discuté hier soir. Difficile accès aux fonciers, lenteur dans le paiement et l'exonération des taxes sont entre autres préoccupations soulevées. Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. Langage de vérité entre promoteurs immobiliers privés et techniciens du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, cela sous la supervision de Paul Kabatieba, Premier ministre du gouvernement. Objectif, aplanir les difficultés qui pourraient entraver la mise en œuvre de l'ambitieux programme de 40 000 logements sociaux.
Le problème, c'est que nous sommes soulevés. Vous voyez que les logements sociaux sont montés hors taxes, hors douane, mais jusqu'à nos jours, nous, on n'a pas eu les réseaux pour faire les travaux hors taxes, hors douane. Et ils sont encore engagés pour 40 000 logements. Et nous, on dit le gouvernement, si on n'a pas réglé ces problèmes, c'est difficile pour avoir les 40 000 logements. Face à toutes ces difficultés, le gouvernement burkinabé entend apporter sa contribution pour accompagner ses acteurs privés. Dans l'immédiat, nous allons faire le point de toutes ces difficultés et voir ensemble quelles sont les solutions réalistes qui peuvent être mises en œuvre de manière à atteindre les objectifs du programme. Il y a des questions importantes comme le financement des promoteurs, des questions importantes comme l'accès aux fonciers, la qualité, le standing et également l'importante question de la viabilisation de toutes ces cités où seront bâtis ces logements. Le programme 40 000 logements sociaux sera bientôt lancé et prendra en compte toutes les couches socio-professionnelles selon le ministre en charge de l'habitat. Près de 3 600 logements sociaux seront également construits dans toutes les communes rurales au cours de ce quinquennat. Dans le registre santé de cette édition, bonne nouvelle pour le Burkina, le combat contre la filariose lymphatique est en phase d'être remporté. Mais avant de crier victoire, au ministère de la Santé, l'heure est aux tests et au contrôle pour s'assurer que l'hyperméthine et l'albendazole ont réussi à éliminer les gènes de la maladie de l'éléphantiasie dans les sang des patients. L'enquête d'évaluation a été lancée hier dans les districts sanitaires de Léo et de Sapui. Plus de précision avec Isaka Ouedraogo et Oumar Zombré. Ibrahim a 7 ans. Il fait partie des tout premiers enfants tirés au sort pour un test de la filariose lymphatique. Un test qui va révéler s'il est porteur ou pas du gène. Comme lui, ce sont plus de 1500 enfants répartis dans 30 villages des districts de Léo et Sapui qui seront dépistés. En 2000, nous avions fait une enquête de base sur toute l'étendue du territoire burkinabé qui avait montré que le Burkina Faso était endémique pour la filariose lymphatique. Et suite à ce constat, nous avions instauré annuellement des campagnes de traitement de masse à base d'ivermectine et d'albendazole. Et régulièrement, nous faisions des évaluations d'impact. Et les enquêtes que nous menons aujourd'hui s'inscrivent dans ce cadre-là. Les résultats de cette campagne de dépistage sont très importants car ils conditionnent la poursuite ou l'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique dans ces localités. Le seuil à ne pas atteindre est de 18 enfants positifs sur les 1556 sur lesquels nous allons enquêter. Si nous avions un seuil inférieur aux 18 enfants positifs, ça veut dire que ces districts seront retenus pour arrêter les campagnes de traitement de masse. L'OMS entend éliminer complètement cette maladie tropicale négligée d'ici à 2020. Selon le docteur Drabo, le Burkina serait sur la bonne voie. En 2018, si tous les tests sont satisfaisants, la filariose lymphatique aura à jamais disparu des radars du ministère de la Santé. Qui l'eût cru? Des exciseuses dans la ville de Ouagadougou. Tout récemment, 3 fillettes en ont payé les frais. On l'apprend avec la brigade ville de Nongre-Masson qui a déjà mis aux arrêts 2 personnes, ce qui a donné lieu à une conférence de presse animée ce matin par la gendarmerie et le comité national de lutte contre la pratique de l'excision. Le compte rendu de Issa Kafando et Aruna Mari. Encore des cas d'excision à Ouagadougou. 3 fillettes dont l'âge est compris entre 6 et 12 ans ont été victimes de mutilation génitale féminine. C'est une information portée aux médias au cours de cette conférence de presse co-animée par le comité national de lutte contre l'excision et la brigade ville de Nongre-Masson. On a été donc informé par une personne anonyme qui nous a dit qu'il y a un cas d'excision dans le quartier Wayalguin. Donc l'investigation nous a conduit directement à ces personnes-là, qu'on a identifiées et qu'on a invitées à la brigade. Du coup, donc, elle a nié les faits jusqu'à ce que l'expertise médicale nous révèle qu'effectivement, la fille était excisée. Et plus loin, l'enquête a révélé qu'il y avait 2 autres personnes qui étaient concernées par le même problème. Donc, on a mené l'investigation jusque-là. Ça nous a conduit à l'imam de Wayalgué qui ne s'est pas présenté. Ces cas viennent alourdir le triste bilan de la lutte contre l'excision.
Pour 2016, ce cas d'excision est le 13e de l'année, portant à 30 le nombre de victimes. En 2015, nous avons enregistré sur l'ensemble du territoire national 38 cas d'excision, avec plus de 72 victimes, dont malheureusement 5 décès. Les animateurs de la conférence de presse invitent la population à se mobiliser pour couper le pont à l'excision en cette période de vacances, qualifiée zone rouge. Un concours au profit de la jeunesse vulnérable. C'est une trouvaille du groupe de travail sur l'éducation non formelle. Peuvent postuler à ce concours les jeunes porteurs de projets innovants dans les catégories articles, photos et vidéos. Le lancement est intervenu ce mardi à Ouagadougou. C'est un reportage de Moussa Ouedraogo et Ibrahim Sanou avec la complicité de Jacques Lamissa Tarpaga. Les porteurs de projets innovants en vidéo ou en article sur les jeunes vulnérables seront récompensés. Le groupe de travail sur l'éducation non formelle lance un concours pour sélectionner les meilleurs projets. Différentes catégories sont concernées par la compétition. Toute innovation qui est créée par un jeune pour pouvoir améliorer ses conditions nous intéresse. Que ce soit des photos, que ce soit par des films, que ce soit par des textes, et non qu'à nous présenter l'innovation. Et qu'on voit si elle vaut la peine, on va tout faire pour d'abord lui donner un prix, ensuite la faire connaître au niveau national et international. L'idée de ce concours est de trouver des exemples d'écrits ou de films qui apportent un plus dans la vie des jeunes en Afrique. Le projet intéresse le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit ici, pour le MENA, d'être un relais pour que le projet qui venait d'être lancé, Zankefaba, pour que ce projet-là connaissent un aboutissement heureux. Et je prends l'engagement d'être fidèle auprès de qui de droit pour que les informations que nous avions puissent être diffusées partout où besoin sera. Ce concours est ouvert à tout porteur de projets innovants sur les jeunes vulnérables dans les secteurs comme l'agriculture et l'élevage. Les candidats ont jusqu'à fin août pour déposer leur dossier. Et puis les nouvelles hors de chez nous, l'ancienne gloire du football camerounais Roger Mila se lance désormais dans le recyclage des déchets plastiques avec sa fondation Cœur d'Afrique. Il compte débarrasser Douala et Yaoundé de leurs bouteilles plastiques, source d'inondation. Commentaire signé Dramane Guéné. Roger Mila expose ici les premiers échantillons des pavés fabriqués par la fondation Cœur d'Afrique, une fondation mise en place par l'ancienne gloire du football camerounais. Son domaine de prédilection, transformer les déchets plastiques en matériaux utiles. Les pavés qui sont déjà fabriqués, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Donc, je crois que ce qu'on vient de présenter, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et de sérieux. La fondation Cœur d'Afrique a entrepris de collecter près de 2 millions de bouteilles plastiques dans les rues et caniveaux de Douala et de Yaoundé. Une fois que les bouteilles sont récupérées, la Fondation Cœur d'Afrique de Gemila a mis un programme en place de la transformation de ces bouteilles à mélanger au sable pour en faire des pavés et répondre aussi à un problème du développement durable qui passe par des routes. Le projet vise aussi à désengorger les caniveaux pour minimiser les effets des inondations dans les 2 villes du Cameroun. Encore un coup d'éclat au Kosovo, vous le verrez en image. Hier mardi, un député de l'opposition n'a pas hésité à déclencher une bombe lacrymogène au Parlement. Une manière pour lui de s'opposer au projet de loi ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro. Suivons. Habitué au coup d'éclat, l'opposition au Parlement du Kosovo vient de récidiver. Mardi, alors que la Commission des Affaires étrangères devait adopter un projet de loi ratifiant les frontières entre le Kosovo et le Monténégro, un député a dégoupillé en pleine réunion une bombe lacrymogène en guise de protestation. Incommodés, la plupart des députés hostiles à la loi ont dû quitter la salle, mais pas les défenseurs du projet. Ces derniers, malgré l'épaisse fumée et l'alarme incendie qui retentissait, ont tenu à voter le projet de loi avant finalement de quitter la salle. L'opposition radicale estime que ce projet de loi ferait perdre 8000 hectares de terre au Kosovo.
Produits périmés, carcasses de bœufs intoxiqués, poulets de chair surgelés, et bien, vigilance doit être de mise. Et on en parle dans les parutions de ce mardi. Les quotidiens se sont également intéressés aux inondations survenues hier dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. La revue de presse avec Abdul Rasmane Zongo. Les habitants de Tampoui ne décolèrent pas à cause des dégâts occasionnés par la grosse pluie. Ainsi raconte le quotidien d'État citoyen. Ils ont barricadé le nouveau tronçon bitumé qui traverse leur zone d'habitation et réclamé la visite du maire concerné. Et message reçu 5 sur 5 complète le pays. Le maire et ses adjoints, en effet, se sont déportés sur les lieux et après échange avec les manifestants, la voie a été de nouveau dégagée. Si ceux de Tampoui ont encore la force d'obstruer des voies, d'autres réclament des forces pour subsister. Ce contraste saisissant est relayé dans le journal L'Observateur, en témoignent par exemple ces visages de détresse. Ce sont, commente notre confrère, des sinistrés du mois de juillet et relogés dans les quartiers Nagrin, Songandé et Watinoma et qui crient famine. Le CONASUR, par contre, relativise et parle de sinistrés fictifs. Je cite. « Lorsque des gens ont eu vent de l'assistance sociale, les chiffres ont quadruplé. De 2000 sinistrés, on est passé à plus de 8300 sinistrés. » Le quotidien DNF, de son côté, invite plutôt à réfléchir sur la récurrence des inondations. Est-ce le diagnostic ou la thérapie qui sont à revoir? S'interroge le journal. Notre temps crie à rose sur les produits impropres à la consommation, poulets intoxiqués, carcasses de bœuf également. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.